Nous allons parler d'une chose qui est à la fois simple et complexe, c'est le droit. Nos téléspectateurs vont me dire, mais enfin, il fait venir des économistes pour parler du droit. Je ferai remarquer à nos chers amis téléspectateurs que le plus grand des économistes, un des très grands économistes en tout cas du XXe siècle, Friedrich von Hayek, considérait que le droit avait un rôle décisif dans la question économique, et c'est d'ailleurs pourquoi il a écrit un livre qui s'appelle « Droit, législation et liberté ». C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, autour de 3 thèmes principaux. Nous allons commencer avec le Code civil, puis le Code de la sécurité sociale, le Code des assurances notamment, et enfin, on verra tout ce qui relève de la monnaie et de la fraude, de TRACFIN et autres joyeusetés que les hommes de l'État n'ont cesse de nous inventer. Passera pas, l'imposition à la source divise jusque dans le gouvernement. Alors que la direction des finances a rendu un rapport alarmant, l'exécutif patauge complètement et n'a toujours pas pris de décision claire. À 9 mois des élections européennes, les partis politiques font leur rentrée. Avec un véritable élan au niveau européen, les forces eurosceptiques ont une occasion sans précédent de s'imposer au Parlement européen. Madame, Monsieur, bonsoir. Le prélèvement à la source divise le gouvernement alors que cette réforme héritée du précédent quinquennat n'en finit plus d'être critiquée. La majorité perd les pédales et pourrait bien faire marche arrière. Olivier Frère-Jacques. C'est un héritage du précédent quinquennat dont En Marche se serait bien passé, mais filiation socialo-centriste oblige, les équipes d'Édouard Philippe doivent faire avec. Le prélèvement à la source voulu par l'ancienne majorité socialiste et maintenu par les équipes Macron va droit dans le mur. Sur l'échec des tests, on ne peut être plus clair. Une note confidentielle de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, constate des bugs en série. Censé entrer en vigueur le 1er janvier prochain, le prélèvement à la source a été l'objet de tests sur la période août 2017-juin 2018. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces essais ont tourné à la catastrophe. Pour le seul mois de février 2018, 350 000 bugs, en sachant que chaque anomalie peut toucher des millions de contribuables. Ne pas être touché par l'incurie de l'État français semble aussi probable que de gagner le méga-magot au loto. Une erreur sur le nom peut par exemple vous contraindre à payer l'impôt d'un homonyme, en plus de votre impôt, alors qu'un doublon sur votre nom vous contraindra à payer 2 fois. Le scénario catastrophe qui est en train de se dessiner porte d'ailleurs un nom. Les fonctionnaires de Bercy l'ont appelé l'effet marée noire. La répartition du prélèvement entre public et privé met aussi en exergue le fait que les structures privées contraintes de prélever sont aujourd'hui moins incompétentes que l'État. Et ce bilan catastrophique ne semble pas profiter à une remise en cause. Pire, côté gouvernemental, on assiste à une véritable cacophonie. Si le président et son porte-flingue de Matignon, Édouard Philippe, ont fait part de leurs hésitations, il n'en est pas de même du ministre des Comptes publics chargé du dossier, Gérald Darmanin. Ce transfuge des Républicains l'a proclamé, il sera le ministre qui fera l'impôt à la source, avant d'ajouter, il n'y a aucun bug administratif et informatique. Quand son homologue de la DGFiP, Bruno Parent, soutenait également que tous les voyants étaient au vert. Droit dans ses bottes et sûr de sa réforme, Gérald Darmanin ne l'aura pas été longtemps. Samedi, il a finalement déclaré que la réforme pourrait être mise de côté à la faveur des doutes exprimés par Édouard Philippe et Emmanuel Macron, avant d'ajouter que la décision finale sera prise mi-septembre. Pirouette de Darmanin pour anticiper son probable échec. Selon lui, l'impôt à la source est prêt, mais les Français ne seraient psychologiquement pas prêts de leur côté. Autre ministre concerné par la réforme, également transfuge des Républicains, Bruno Le Maire. Ce dernier, prudent, dit soutenir la réforme sous réserve de garanties techniques, à savoir si ça marche, je suis de la partie, si ça plante, c'est pas ma faute. Un système pas fiable, un gouvernement divisé, le prélèvement à la source semble plus que jamais compromis, et si l'hypothèse du dysfonctionnement technique est largement répandue, une autre explication est proposée par l'ancien secrétaire d'État au budget, le socialiste Christian Eckert. L'ancien ministre de François Hollande affirme ne pas croire une seconde aux problèmes techniques et pense que la reculade gouvernementale est organisée par les ténors de la majorité qui craignent de payer dans les urnes une réforme impopulaire à moins d'1 an des élections européennes. Les derniers arbitrages devraient
devrait nous en dire plus sur l'avenir du prélèvement à la source, maintenu, reporté ou abandonné. Pour la suite du feuilleton, rendez-vous mardi. L'école nouvelle est arrivée. Alors que plus de 12 millions d'élèves ont repris le chemin des établissements scolaires ce lundi, la rentrée est chargée en nouveautés pour les enfants, mais également pour les enseignants. Tour d'horizon de ces différents changements avec Thibaut Bastide. Fini les vacances, c'est l'heure de la rentrée. Ce lundi, 12 millions d'élèves ont repris les chemins de l'école pour débuter cette nouvelle année scolaire. Une année scolaire placée sous le signe du changement. En effet, à l'occasion de sa première véritable rentrée, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a souhaité changer la donne et en finir avec le modèle scolaire imposé par son prédécesseur socialiste, Najat Vallaud-Belkacem. Si le chantier est immense et le sujet brûlant, Jean-Michel Blanquer s'est attelé depuis un an à repenser le système éducatif français afin qu'il retrouve un peu de sa splendeur. Alors que la France a dégringolé dans les classements internationaux, le ministre de l'Éducation nationale souhaite promouvoir une école de la réussite et du mérite. Et cela passe par la poursuite des dédoublements des classes dans les quartiers défavorisés. Au total, 4700 classes et 190 000 élèves concernés. Si Jean-Michel Blanquer s'est félicité de cette nouveauté en annonçant qu'il s'agissait de la mesure de justice sociale la plus importante qu'ils connaissent. Problème, dans le même temps, 808 classes rurales ont fermé par manque d'effectifs, puisque les professeurs ont été réquisitionnés pour intégrer les nouvelles classes en réseau d'éducation prioritaire. Ainsi, l'objectif est clair, améliorer les conditions d'enseignement dans les quartiers dits défavorisés malgré les subventions. Et si le ministre n'a pas nommé un des problèmes de ces secteurs, à savoir la forte concentration de populations d'origine étrangère, le ministre a fixé une politique du résultat. Pour ce faire, un système d'évaluation sera mis en place au CE1 et en seconde. Les élèves devront passer des tests de français et de mathématiques pour permettre aux professeurs d'identifier les lacunes et les corriger à la racine. Si Jean-Michel Blanquer met tout en œuvre pour revenir aux fondamentaux de l'enseignement, il réfléchit également à la condition des enseignants. D'ailleurs, le ministère de la rue de Grenelle mise aussi sur la performance des professeurs et n'est pas opposé à l'introduction d'une part de variable dans leur rémunération. Un vent de libéralisme pourrait également souffler sur les chefs d'établissement puisque Jean-Michel Blanquer entend leur donner davantage de marge de manœuvre pour recruter certains enseignants à des postes à profil. Si les différents changements opérés cette année ont dans l'ensemble été bien accueillis, les volontés libérales du ministre ont déjà attiré les foudres des syndicats qui y voient une mise en concurrence des établissements et des professeurs. Et la rentrée se profile aussi pour les politiques. Après une année 2018 sans élection en France, le scrutin européen va rythmer les 9 prochains mois. Une échéance particulièrement importante pour les mouvements euroréalistes opposés à l'immigration. Le front anti-immigration peut-il s'imposer à Bruxelles? C'est en substance l'interrogation principale qui occupera les esprits dans la perspective des prochaines élections européennes de mai prochain. Le rapprochement récent de Matteo Salvini et de Viktor Orban la semaine dernière à Milan a permis de bien fixer les enjeux du scrutin. L'essentiel des votes sera déterminé par la position vis-à-vis de l'immigration. En cela, on peut s'attendre à un véritable tournant européen. En effet, de plus en plus de partis hostiles aux vagues migratoires gravissent les échelons du pouvoir en Europe. L'occasion d'instaurer un cercle vertueux pour s'insérer dans le mouvement. L'arrivée au pouvoir récente de Matteo Salvini en Italie a permis de redynamiser les espoirs. En effet, cette victoire s'est déroulée au cœur de l'Union européenne dans un des pays qu'il a fondé. Une nouvelle étape après la formation du bloc de Visegrad avec la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie. Désormais, les eurocrates ne pourront sans doute plus ignorer le renouveau. Pour autant, une fois que les différentes forces opposées à l'immigration massive arriveront à Bruxelles, la bataille ne sera pas terminée. Il restera à former les groupes avec un minimum de 25 députés venus d'au moins un quart des pays membres. Avec le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, des sièges ont été redistribués à tous les pays, dont la France qui en gagne 5. Au Parlement européen, les tractations ont d'ailleurs déjà commencé en prévision de la prochaine mandature sans les Britanniques. En effet, le départ des Anglais aura des conséquences directes sur certains groupes. EFDD, le groupe Europe des Nations et de la démocratie directe, se prépare à la fois à perdre ses 20 députés issus du UKIP de Nigel Farage, mais sans doute également ses députés français Florian Philippot, Sophie Montel, Bernard Monod, Aymeric Choprade et Joël Bergeron, tous partis de la délégation du Front National et du groupe Europe des Nations et des Libertés, plus ou moins rapidement après leur élection. Il ne resterait en pareil cas
cas que 6 nationalités différentes et le groupe EFDD ne pourrait donc pas se maintenir en l'état. Pour autant, les Polonais du PiS, actuellement dans le groupe ECR, les conservateurs et réformistes européens, pourraient décider de changer de groupe et ils permettraient ainsi de maintenir EFDD. Du côté du groupe ENL, où siège le FN, l'équilibre est également précaire. Après la sortie de la Grande-Bretagne, il ne restera que 7 pays représentés. Aucune autre défection ne sera donc tolérée. Certaines délégations pourraient donc bien avoir le pouvoir de faire la loi. C'est notamment le cas du Fidesz de Viktor Orban, actuellement dans le groupe PPE, le Parti populaire européen, aux côtés des députés CDU de la chancelière Merkel. Une situation étonnante qui devrait se clarifier à la mandature prochaine, à l'instar des différentes composantes de la coalition italienne de gouvernement avec Forza Italia siégeant au PPE, la Ligue à ENL et l'essentiel de M5S à EFDD. En France, différents cas de figure sont possibles. D'abord, un départ dispersé entre Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et une volonté d'union des droites, solution qui proposerait donc 2 listes au moins et gagnerait sans doute davantage de sièges que dans un départ groupé. De même, en cas d'alliance pour le scrutin, le choix du groupe pourrait également être un sujet à désaccord. Vous l'aurez compris, à 9 mois du scrutin, les partis politiques s'attellent dans l'ombre à la tâche des tractations qui seront finalement au moins aussi importantes que l'élection. Les salles de sport font le plein avec la rentrée de septembre et les bonnes résolutions. De nombreux Français prennent le chemin des salles pour s'entretenir, un business qui rapporte gros. Olivier Frère-Jacques. C'est la rentrée, l'heure des bonnes résolutions qui seront abandonnées dans un mois et le moment de s'inscrire à la salle de sport. Après un été riche en glace et en sucreries, bon nombre de personnes vont tenter de faire oublier les kilos en trop dès la rentrée. Les objectifs sont variés, atteindre un poids de forme, se muscler, s'affiner ou être tout simplement un peu moins moche. Mais les objectifs ne sont pas que physiques. En effet, la salle de sport peut recouvrir des éléments relevant plus de la sociologie. Ainsi, certains cherchent le coup de foudre derrière les machines de torture des salles, d'autres viennent réseauter ou tentent de pallier leur solitude. Des relations sportives qui ont tout de la segmentation de classe avec des offres allant du low cost chez Néonès et ses 10 € par mois pour les abonnements les moins élevés, au très haut de gamme comme au Ken Club à Paris où l'abonnement annuel est d'environ 4 000 €. Et le phénomène dépasse la France puisque la croissance du secteur est continentale. Ainsi, le nombre d'adhésions a augmenté de 4% pour l'Europe, atteignant pas moins de 60 millions de personnes en 2017. La France et ses près de 6 millions d'adhérents se situent loin derrière le Royaume-Uni et ses plus de 9,5 millions d'abonnés et l'Allemagne et ses plus de 10,5 millions. Un marché en plein boom, mais un marché qui connaît aussi des secousses. Attirés par le gain, des entrepreneurs plus ou moins chevronnés se lancent dans ce marché et si les salles poussent depuis quelques années comme des champignons, il n'est pas rare également de voir les clubs mettre la clé sous la porte. Souvent critiqués pour le nombrilisme de leurs membres, grands consommateurs de glace pour se regarder, les salles de sport sont un phénomène économique et social qui s'implante dans le paysage de la consommation sportive des Français. Plus qu'une simple tendance, le développement des salles correspond aussi à une réponse à une demande citadine. Reste que de nombreux sportifs rejettent cette façon de faire du sport, parfois perçue comme un peu superficielle. Et pour cause, pour faire du sport, il vous suffit d'une paire de baskets, d'un réveil et d'aller courir 1 heure le matin. Et on repart avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. C'est une provocation. Voilà comment le porte-parole du Kremlin a qualifié l'assassinat du président de la République populaire de Donetsk, Alexandre Zakarchenko, survenu vendredi dernier lors d'un attentat à la bombe. Moscou, à l'instar des autorités de Donetsk, soupçonne Kiev d'être à l'origine de l'attaque terroriste qui a bouleversé la population. Не только для военных батя, он и для нас, для каждого человека батя, это как член семьи. И мы обязаны отдать дань нашему герою, нашему защитнику. Мы шли за ним, он был один из основателей нашей республики. И одно могу сказать точно, что бы ни было, мы будем стоять до конца, отстаивать свои права. Et Donetsk République будет жить. La disparition d'Alexandre Zakarchenko pourrait renforcer les conflits sur le terrain et éloigner encore un peu plus la perspective d'une signature d'accord de paix durable.
Le musée national de Rio, ravagé par les flammes. Dimanche, un incendie s'est déclaré dans l'un des plus anciens musées du Brésil. Le feu a gagné les centaines de salles du musée, détruisant tout sur son passage. Plus de 20 millions de pièces de valeur étaient exposées à l'intérieur. Eu diria que foi uma perda para o Brasil, porque aqui tinha a nossa história científica, a nossa história acadêmica, o legado da época imperial. Então, foi uma perda irreparável, eu diria isso. Harvey Weinstein est innocent, c'est le message qu'a tenu à faire passer un réalisateur à la Mostra de Venise, le mythique festival international du film italien. Luciano Gargnani a profité de son passage sur le tapis rouge pour s'offrir un petit coup de pub. Pas vraiment connu pour ses films, ce dernier n'hésite pas à prendre systématiquement le contre-pied de la bien-pensance. Une provocation qui n'est pas passée inaperçue alors que le producteur américain Harvey Weinstein compte de nombreuses Italiennes parmi ses accusatrices de viol et de harcèlement sexuel. Une bouteille de coca un tout petit peu plus chère et surtout plus petite. La taxe soda entrée en vigueur en 2012 et renforcée au 1er juillet dernier touche particulièrement la célèbre boisson pétillante au cola. Le géant de la boisson n'a donc pas traîné à réagir. Alors que certains de ses concurrents comme Ice-T ont consenti à retirer une dose de sucre, Coca a choisi de ne pas se soumettre et a maintenu sa recette. Résultat, la bouteille coûte une dizaine de centimes de plus à la multinationale. Pour éviter de trop augmenter le prix, Coca-Cola a préféré réduire sa bouteille de 2 litres à 1,5 litre et son format 1,75 litre à 1,25 litre. Certains experts en consommation dénoncent une hausse qui n'est pas uniquement liée à la taxe soda. En effet, seule la moitié de l'augmentation serait directement liée à la taxe et les autres 50% seraient uniquement une augmentation opportuniste de la marque. Des jeux pour sauver le patrimoine. Ce lundi, le gouvernement a lancé un loto et un jeu de grattage pour restaurer les monuments historiques en péril. Au total, 270 sites ont été sélectionnés, dont 18 monuments en péril emblématiques qui seront aidés en priorité grâce aux futures recettes. Le tirage spécial du Super Loto Mission Patrimoine d'un jackpot de 13 millions d'euros aura lieu le 14 septembre et le jeu de grattage est disponible dans les points de vente de la Française des Jeux au tarif de 15 €. Une initiative qui vient calmer les velléités de démission du monsieur patrimoine du gouvernement, Stéphane Bern. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, diplômé de Harvard, l'écrivain Steven Sanson et le spécialiste de Philippe Roth. L'occasion de répondre sans langue de bois aux multiples polémiques dont l'auteur américain a fait l'objet. Le prix Nobel, il donne ça à des auteurs qui ont une vision, soi-disant, une sorte utopique ou très nounours, quoi, très saine, et pas que le sexe soit malsain. Et Roth, il était dans des sujets, soi-disant, tout narcissiques. Mais au-delà de cela, il y a un anti-américanisme au comité Nobel. Le dernier écrivain américain, né sur le sol américain, qui est homme, c'est John Steinbeck en 62, donc ça fait plus que 50 ans. Sinon, il y avait des Américains qui ont gagné, mais c'était tous des immigrés, ou il y avait Bob Dylan, mais c'est un chanteur, c'est pas un écrivain, ou il y avait Toni Morrison, mais elle était à la fois noire et femme, mais sinon, un Américain de souche, ou disons de la majorité, ou homme ou blanc, ou même juste homme, né aux États-Unis, il n'y avait personne, donc parce qu'il y en a d'autres aussi qui auraient mérité ce prix. Donc c'était à la fois ça et le problème avec le sexe. Et voilà également au programme de ce soir, retrouvez Politique Éco. Olivier Pichon reçoit Maximilien Lambert et Georges Lannes pour évoquer la dangereuse dérive comportementale du droit. Et puis tout de suite, évidemment, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain. Bonsoir.
première page du Midi Libre, l'autre jour, s'est allée la photo des 2 jeunes gens de la région morts dans leur voiture à Gênes, vous savez, dans la catastrophe du pont, et qui partaient pour 4 jours en Sicile, disait la légende, pour participer à un Technival. Entendez, un festival de musique techno, généralement en race campagne, et c'est l'occasion de souligner qu'il existe toute une jeunesse européenne qui campe dans des voitures un peu rafistolées, des camping-cars improbables, et qui se rassemble dans des champs coupés loin des villes pour danser sous des haut-parleurs de 3 mètres. Une jeunesse hyper tatouée, percée au nez, partout, aux oreilles. Et si j'en parle, c'est qu'elle concerne Campagnol, cette jeunesse, à 2 titres. D'abord, il faut préciser qu'aucun rejeton du pays, de notre petit pays, là, n'est accoutré de la sorte, ni percé, ni tatoué. Apparemment, c'est réservé à ceux qui viennent de Toulouse ou de Montpellier, donc on se demande quand même s'il n'y a pas un vague rapport avec les conditions de leur éducation. Ensuite, les paysans et les ruraux de chez nous sont concernés aussi à un double titre. D'abord, leur nature est vierge, vide, loin de tout. Donc les rêves partis parfois les plus sauvages s'y développent sans que la préfecture n'en sache rien, ou alors juste quelques heures avant. Ensuite, et c'est le phénomène le plus récent, dans ces familles complètement éclatées de Montpellier ou de Toulouse, il y a souvent un ancêtre qui vient de mourir à 90 ans et qui laisse une minuscule maison de village. Mais alors quand je dis minuscule, c'est vraiment à peine croyable. Vous avez une petite cuisine salle à manger qui fait 10 mètres carrés et une chambre ou 2 à l'étage et puis une cave. Donc pour un citadin normal, c'est assez invivable. Les gens du coin ne songent pas à acheter. Donc il reste les héritiers, des arrière-petits-enfants couverts de tatouages, qui se disent finalement c'est plus confortable qu'un squat à Montpellier, c'est plus simple pour cultiver des plantes aromatiques et ça permet d'avoir de bons plans pour organiser des rave parties dans le coin. Alors donc au mois de juillet, dans ces conditions, nous avons eu l'un de ces rassemblements qui avait été plus ou moins organisé par un couple de tatoués là, qui avait hérité d'un taudis dans les conditions que je viens de décrire l'année précédente, et ça a duré 2 ou 3 jours. Et si je vous en parle, c'est parce que la même réflexion a couru tous les comptoirs dans le pays à propos des gendarmes. Il faut dire que les gendarmes chez nous sont inexistants en temps ordinaire, ils sont sur répondeur. Ils se barricadent à 40 km, il faut passer 3 portails magnétiques pour leur demander quelque chose, et si un jeune homme un peu dérangé menace de tuer l'un de ses rivaux de manière insistante depuis plusieurs mois, par SMS, par téléphone, avec témoignage de son ex-femme, de sa fille, eh ben les gendarmes répondent « on peut rien faire tant qu'il n'est pas passé à l'acte ». Mais il y a quand même 2 cas où on voit les gendarmes partout, y compris des gendarmettes, avec une queue de cheval un peu blonde. Là, c'est quand le gouvernement veut faire payer les automobilistes à la faveur du passage au 80. Alors là, vous pouvez être sûr que ce sont des jumelles de télémétrie à 3 000 € qui sortent des buissons à l'entrée des ronds-points. Et le deuxième cas, c'est quand il y a une rave party, donc un Technival. Vous avez des fourgons entiers de gendarmerie qui sont stationnés au bord des chemins de terre toute la journée, et des gendarmes en tenue, par 30 degrés, qui croisent les jeunes faméliques, lesquels leur disent « fuck you ». Mais les gendarmes sont là pour les protéger quand même, pendant qu'ils leur font des doigts d'honneur, pour veiller à ce qu'aucun jeune ne se déshydrate, etc., pour regarder ailleurs quand ils prennent de l'acide, pour vérifier le contrôle technique de leur véhicule et pour veiller à ce que la dispersion ait lieu dans le calme. Donc à la fin de la dernière rave party chez nous, qui a eu lieu juste après la coupe du foin en juillet, on croisait comme ça des gendarmes qui saluaient des filles en maillot noir, et j'en ai croisé 4 ou 5 qui ressemblaient à des chabouillets et qui m'ont abordé vers 7 heures du soir en disant qu'elles voulaient faire du stop sur le national, mais elles étaient en train de partir à l'opposé et aucune n'avait pris soin de regarder la carte, même sur son téléphone. Donc à la fin, j'ai interrogé les gendarmes qui ont dû admettre que si elles partaient comme ça à moitié nues faire du stop sur la nationale, c'est parce que les gendarmes avaient immobilisé leur véhicule. Eh bien, pour parfaire le tableau, après avoir perdu ainsi la journée à courir après les petits dealers, les défauts d'assurance, les phares en panne, immobiliser les véhicules, etc., au petit matin, les gendarmes ont été appelés pour constater le décès par arme à feu du type qui menaçait son voisin depuis des mois, qui est allé le tuer, mais le voisin ne s'est pas laissé faire, il lui a donné un coup de fusil préventif. Le résultat, c'est celui qu'on menaçait de mort publiquement par SMS, par lettre, par email, qui est en tôle en ce moment. Quand on y pense, c'est quand même un peu tout le pays qui est dans la même situation, et tout le nôtre d'ailleurs, toute la France, c'est-à-dire qui est susceptible d'être puni quand elle ose réagir. Ici, ça s'appelle Campagnol TVL, on retrouve ce sujet sur YouTube, et on peut l'envoyer à ses amis. Merci.